qu'elle ne se fasse dépasser. Son péché, sans doute, son hospitalité légendaire et sa gentillesse qui très souvent se confondent avec lâcheté et naïveté. Enfin, je pense. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Oh, sûrement un accident de parcours dont les stigmates demeurent encore et peinent à disparaître parce que nous avons choisi de ne pas appliquer le traitement idéal. Après une très longue période d'acculturation, l'Africain a fini par s'oublier, par se renier et par se méconnaître au plus profond de son être. Arraché de force à sa terre et aux siens autrefois, l'Africain vit aujourd'hui comme un étranger, presque tel un touriste, sur un territoire qui semble lui avoir été cédé temporairement et où son esprit a perdu la connexion avec l'originalité même de son être, de ses aïeux dont il devrait magnifier le génie pour l'avoir hérité. Il demeure le seul spécimen sur Terre, ou presque, qui vit une vie virtuelle loin de ses propres traditions, en déphasage presque total avec sa culture, en rupture avérée avec l'esprit de ses ancêtres. Le continent noir ne cesse de se perdre dans les méandres de la misère, parce que ses élites ne savent plus emprunter le chemin du retour à l'originalité qui, tel un sentier abandonné, ne cesse de se perdre dans l'herbe touffue, l'ignorance ou du complexe d'infériorité qui souvent conduit l'Africain à se renier, à toujours vouloir être comme les autres et jamais comme un Africain fier de ses origines et de sa culture. L'esclave qui ne peut assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort, disait déjà un des esprits éclairés de notre cité, le capitaine Thomas Sankara. Le réveil n'est donc pas une option, ni un luxe, mais une obligation. Un impératif non négociable, parce que la survie de l'Afrique en dépend. Mais il faut un réveil vrai, sincère et non celui qui, après nous avoir affranchis auprès de Prince Bahamoula, nous fera endosser au calme les chaînes à l'apparence dorée au brin de Branham Kintomo. D'ailleurs, si nous estimons qu'il n'y a aucune gloire à se faire manger par des vautours, il n'y a aucune joie non plus à se faire picorer par des martins pêcheurs. La quasi-totalité des études ont démontré qu'il n'y aura pas de révolution éclair pour l'Afrique sans retour conséquent vers sa propre culture, gage d'un réveil, disons mieux, d'un sursaut d'orgueil qui la propulsera dans un état de conscience appelé panafricanisme. Ah, le panafricanisme. C'est le thème central de cet ouvrage que je me fais le plaisir de vous présenter laconiquement ce matin. Mais avant, permettez que soit poursuivie cette brève balade à travers l'histoire. Pour s'être perdue dans l'océan des civilisations, l'Afrique a fini par devenir passive, attentiste, car ne sachant presque plus dire sans se dédire la minute d'après, et trop souvent sans que l'on ne lui prête des airs de clown. Je suis trop dur avec nous, on dirait, mais il le faut. En effet, comment savoir assumer ses positions et aller jusqu'au bout de la logique entreprise quand on s'est renié, quand on ne sait pas s'assumer soi-même, quand on n'accepte pas d'être différent des autres dans la fierté de son authenticité et de son identité, quand on pense constamment que les traits de caractère de son voisin sont plus viables, qu'il faut chercher à lui ressembler comme deux gouttes d'eau, quand on a fait le choix de la sempiternelle consommation et non de la production, quand on a choisi d'étudier les autres et non de s'étudier soi-même, quand on vit comme si sa propre culture n'avait jamais existé et ne possédait aucun enseignement pour ouvrir la voie à une existence utile, je me demande simplement. Le monde fait face aux grands bouleversements dont certaines menacent d'extinction l'humanité. Devant cette montée en puissance, l'on assiste à la création des nouvelles alliances, des nouveaux pactes faisant allusion à la création d'un nouvel ordre mondial. Les grandes civilisations n'arrêtent plus de prouver leurs limites devant les enjeux actuels qui semblent défier toute sagesse et rappeler la barbarie des époques de l'arrière-conscience. Des institutions dont la respectabilité n'avait presque pas d'égal commencent à montrer leurs failles et à fléchir devant certaines ambitions dont l'entêtement agace les intelligences. Le grand bloc du Nord, qu'on disait garant du maintien de la paix, après s'être rendu coupable lui-même des faits de déstabilisation et de guerre dans certains pays, semble battre en retraite devant l'avancée et l'affirmation des ambitions d'hégémonie du bloc de l'Est, déterminé plus que jamais à imposer une nouvelle manière de définir les rapports de force entre puissances.
Des foyers de tension pullulent partout. C'est le résultat de ses ambitions démesurées. Devant tous ces bouleversements, l'Afrique, notre continent bien-aimé, se trouve à la croisée des chemins, au carrefour de son destin, face à ses ambitions avouées et même ignorées qu'elle n'a pas le droit de trahir. C'est non négociable. À tous égards, le panafricanisme demeure le seul moyen pour l'Africain de renverser la tendance, de sortir la tête de l'eau pour emprunter le chemin du développement qui s'est longtemps refusé à lui. Mais encore, faut-il que ce dernier s'arme de matériaux capables de le rendre résistant et à toute épreuve. Si la tempête de la révolution et de l'indépendance véritable a de nouveau commencé à frapper sur le vieux continent noir, il est important de réunir les conditions pour que cette révolution qui pointe à l'horizon ne soit pas infestée des germes qui, à long ou moyen terme, produiront le venin de son échec. C'est bien d'invoquer le panafricanisme, c'est bien de militer pour son implémentation, mais il demeure vrai que sans une réelle volonté politique, sans un réel contenu, rien ne se fera. Le panafricanisme tel que vécu aujourd'hui pose la question du contenu. J'ose le dire au risque de me tromper, que nous avons besoin de construire cet idéal suprême sur un socle tout aussi inamovible qui rendrait l'Africain davantage conscient de son héritage et de son devenir pour lesquels il devra se battre sans lasse. L'effervescence et les fantasmes que l'on constate ces derniers temps sont assimilables à un feu de paille qui finira par se dissiper, car ne tirant leur fondement que sur de l'abstrait, sur un caprice, sur la colère ou que sais-je. Pour demeurer, le panafricanisme a besoin de s'enraciner en nous pour imprimer chacun de nos actes ou définir notre agir. Brûler les ambassades, chasser les Occidentaux de nos terres n'a rien à voir avec le fait d'œuvrer véritablement pour le développement de l'Afrique. Combien même ces expressions pourraient se justifier au nom d'un ras-le-bol généralisé devant la sempiternelle injustice des grandes puissances à l'égard de l'Afrique. Mais encore faut-il. Le sentiment anti-français à la mode aujourd'hui me pose problème. Non pas à cause du fond, qui en réalité invoque le changement et laisse libre cours à ce genre d'expression, mais parce que cette Afrique qui a tout connu, ce continent qui est assis sur des tonnes d'histoires qui ne révèlent pas la plus belle humanité qui soit, et qui porte encore des cicatrices de la méchanceté des autres, n'a pas besoin à son tour de descendre dans les profondeurs abyssales pour à son tour magnifier la rancœur, la haine. Nous ne sommes pas si barbares. L'Africain n'est pas comme ça. Oui, je suis pour le changement. Je suis pour la réelle indépendance de nos pays, mais pas en manifestant la haine, pas en ressemblant aux bourreaux qui semblaient ne pas avoir de cœur à l'heure de la traite négrière. Je veux me faire chantre d'un mouvement qui plaide pour un panafricanisme souple, tolérant avec les autres, mais très rigoureux avec nous-mêmes, parce qu'il s'agit avant tout de nous. C'est nous qui devrions changer notre paradigme et pas les autres. Je suis pour le changement dans la stabilité, la continuité et l'amélioration continue, et non dans celui qui invoque les coups d'État, qui en réalité fragilise encore plus nos États déjà très fragiles, au nom d'une pseudo-néo-révolution. C'est l'essence même de mon livre, le changement dans la stabilité et la continuité. L'Afrique a ce défaut de vouloir toujours recréer la roue, alors que l'amélioration continue reste le gage le plus sûr de la performance. Je dis donc non à ces coups d'État qui, loin de régler nos problèmes, contribuent à ralentir nos États. Je dis non à ce panafricanisme qui veut m'affranchir du joug de Mantoua pour faire de moi un esclave chez Lakeli. Le panafricanisme tel que voulu, aujourd'hui, ne prépare pas l'Africain à un véritable changement de son logiciel mental, car les chaînes qui nous maintiennent captifs n'ont rien à voir avec les symboles que nous disons combattre. La vraie question demeure celle de la déprogrammation du logiciel malveillant installé dans l'esprit de l'Africain en vue d'une reprogrammation. Pour ce faire, il faut un retour vers notre culture pour nous reconnecter à cette terre et l'aimer davantage. De cet amour naîtra le désir pour nous d'œuvrer pour la gloire de notre terre très chère. Quand l'Africain apprendra de nouveau à pratiquer sa culture,
Il retrouvera le chemin de l'amour pour la mère patrie et tout le reste viendra aisément. Il y a une Afrique à trouver, non pas en rejetant la modernité, mais en créant les conditions d'un croisement sous fond d'équilibre. Pour y parvenir, elle a besoin d'un leader pour la porter, pour l'engager sur la voie de la réconciliation avec elle-même. L'Afrique a besoin d'un leader qui a blanchi sous le harnais de la politique, un virtuose de cet art, maîtrisant les contours et les fines sensibilités qui puissent exister au sein de cet univers inouï pour réconcilier sa jeunesse avec son histoire d'abord, puis avec sa culture. Il ne s'agit pas d'un super monarque qui sera à la tête d'un royaume ou d'un empire. Il s'agit ici d'un patriarche qui saura engager ses pairs sur la voie du panafricanisme pour que l'Africain soit fier de sa culture, qu'il l'apprenne, l'aime et la vive d'abord avant d'épouser celle des autres. Ici, il est question de doper notre panafricanisme sur l'impulsion d'un aîné qui devra prêcher par l'exemple. À tous égards, le président Denis Sassou Nguesso ferait un bon leader africain, un chef coutumier qui pourrait nous aider dans la recherche d'une Afrique réconciliée que nous appelons de tous nos voeux. D'ailleurs, je vous rappellerai qu'il est moiné et il sait magnifier la culture. Y pense-t-il, en éprouve-t-il le besoin, ou dans le secret de son âme, présider aux destinées du Congo est devenu tellement prégnant qu'il se refuserait de mettre son envergure au service de l'Afrique, qui plus que jamais a besoin de son génie à manier le pinceau de la politique pour nous négocier le meilleur virage. Vous comprenez, je parle au conditionnel, mais en réalité, je vois mal ce grand panafricaniste qui a mis sa vie en danger pour sauver la Libye en affrontant le peuple qui promettait de les lyncher, renoncer à un tel sacerdoce qu'il appelle de tous ses voeux. Nous pensons qu'il n'a pas le choix devant l'histoire parce qu'il demeure à tous égards notre dernier baobab. C'est pour cette raison que mon livre est de bout en bout un argumentaire dont l'objectif majeur est de le placer avec respect devant ses responsabilités, comme pour dire, chers doyens, chers pères, chers aînés, qu'on pointe à l'horizon la tempête du panafricanisme, nous n'avons pas à tourner nos regards ailleurs parce que vous êtes la personne qu'il faut. Vive le panafricanisme vrai et puisse le vent qui souffle transmettre aux oreilles du président Denis Sassou Nguesso, ce grand panafricaniste, les chuchotis d'une jeunesse consciente en route vers les défis de son époque. J'appelle ici toutes les forces qui voudraient nous accompagner à faire entendre raison à ce panafricanisme qui se veut qui se veut vigoureux, qui se veut intolérant, de nous rejoindre ou de nous accompagner simplement, j'ai dit.